Salut Elfie! Allô? Est-ce que tu pourrais nous présenter les deux personnes qu'on a reçues aujourd'hui à notre table? Aujourd'hui, on avait la chance d'avoir Geneviève Tremblay de Move Activewear, qui est une entreprise adhérente chez nous, puis on avait Mathieu Saint-Arnaud, qui est à la tête de la Grappe Mode montréalaise. Donc, ça a amené à des échanges très intéressants, puis assez riches sur toute la production textile ou la fabrication vestimentaire au Québec, en Ce fait. que j'ai aimé là-dedans, c'est qu'on a déjà rencontré des gens, évidemment, qui venaient du milieu de la mode. Donc, c'est venu compléter l'information qu'on avait déjà. Oui, mais je pense qu'on est allé vraiment loin là, dans tout ce qui est les différents enjeux. On a parlé beaucoup de main-d'œuvre. Fait que moi, ça m'a appris beaucoup, en fait. Puis ça m'a appris beaucoup dans l'industrie tu sais, vestimentaire, dans le secteur du vêtement au Québec. Je pense que je savais pas grand-chose. Fait que si ça t'en a appris à toi, j'imagine que ça va en prendre en masse à bien du monde. Je vous souhaite tous et toutes une bonne écoute. Merci. Bonjour vous deux. Bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour Geneviève. Merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. Je vais prendre 2 petites minutes pour vous présenter. Geneviève, tu es océanographe de formation. Tu as évolué de près ou de loin, je dirais même de près dans le milieu sportif là, pendant une grande partie de ta jeunesse. C'est ça. En 2013, tu as fondé le studio Move. Puis 2 ans plus tard, tu t'es lancé dans la production vestimentaire avec Move Activewear, donc en 2015. Oui, 2016, mettons. 2016? Ouais. OK, parfait. Fait que, merci d'être là. Mathieu, tu es directeur général de la Grappe Mode depuis... en fait, tu es là depuis 2016. Je ne sais pas depuis quand tu es exactement directeur. 2022. Oh. Février 2022. Oh! Fait que à peine 1 an et demi C'est environ. Et avant ça, tu as été dans le milieu philanthropique, tu as été enseignant. Je pense que tu enseignes toujours, entre autres. Ben, mon premier emploi, c'était enseignant au secondaire. Et là, j'ai une charge de cours à l'École supérieure de mode. Bon. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va être ici pour discuter principalement de l'industrie de la mode, de la production vestimentaire, des défis que ça importe, que ça amène, en fait, au Québec. Ma première question, je vais retourner vers toi, Geneviève, parce que j'ai mentionné d'emblée que tu étais océanographe de formation. C'est quand même un petit peu loin de la production textile, il me semble. Peux-tu juste m'expliquer le lien entre les deux? Oui, effectivement. En fait, t'es pas la première à me poser la question dans le sens que c'est quoi voyons le donc. lien entre les deux? Bon, océanographe, déjà là, on sait pas c'est quoi. T'sais. Océanographe, tu peux être, bon, il y a comme plutôt 4 divisions, si tu veux. Ça va être océanographe plus biologique, physique, chimique ou géologique. Fait que, j'étais plus dans la biologie. Fait que c'était plus biologie marine, on sait plus c'est quoi. T'sais. Fait que j'étais là-dedans. J'ai travaillé dans une firme environnementale quand même pendant 7 ans. Oui, j'ai changé de vie 2013, Studio Move. Puis un moment donné, oui, ça m'a amené dans le textile, mais c'était un chemin de vie. C'était pas prédestiné à ça. Fait que, en 2016, on a fait nos premiers prototypes pour Move Activewear. C'était un textile qu'on utilisait, qu'on importait d'ailleurs. Qu'on se posait pas la question, OK, c'est où le textile, qu'est-ce que ça fait au niveau de l'environnement? Puis c'est là, à cause de mon background un peu plus scientifique, que je me suis posé la question, puis que je me suis dit, on peut créer un textile meilleur qui vient d'ici pour l'achat local. Évidemment, on voulait vraiment être ici. Puis l'autre point, d'avoir quelque chose de vraiment plus environnemental, quelque chose qui va faire un petit peu plus du bien à la planète plutôt que... Parce qu'on le sait, l'industrie de la mode, c'est quand même très polluant. Fait que voilà, c'est vraiment une circonstance de vie là, que l'océanographe en moi, on est arrivé à développer un textile un petit peu plus environmental friendly. OK, bon, on va y revenir tantôt, mais je trouve ça super intéressant. Puis toi, Mathieu, peux-tu nous dire un peu, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi la Grappe Mode exactement? Là? Explique-moi. Bien, écoute, merci Elfie de nous recevoir aujourd'hui. Puis je pense que tu oublies un point, Geneviève. Oui. Aussi ton pantalon sportif, il y a de la performance dedans. Oui, le oui, fait oui, que tout à fait. vous avez fait beaucoup d'R&D sur votre pantalon, ça amène une plus-value aussi en le faisant localement. Vous avez pu faire ça. Mais pour répondre, Elfie, à ta question, la Grappe métropolitaine de la mode existe depuis 2016. Donc, on est une des 10 grappes métropolitaines. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'une industrie ou un écosystème stimule l'emploi et l'impact économique, bon, l'industrie se mobilise ou l'écosystème se mobilise, il faut voir les gouvernements pour obtenir une grappe. Donc, à Montréal, il y a une grappe des transports, il y a une grappe de l'aluminium, il y a une grappe de la finance, et nous, on a la grappe de l'écosystème mode et habillement. Et comme notre rôle, bien, c'est d'adresser les enjeux, les priorités du secteur de façon collective, de façon à englober le plus de nos membres possible autour de cet enjeu-là.
Fait que 2016, c'est quand même assez récent. C'est quand même assez récent, mais on fait Vous beaucoup êtes de très choses. dynamique, oui. Très dynamique. Fait que toi, tu es impliqué avec la Grappe Mode. Ben aussi. oui, en fait, on était. J'ai déjà fait l'accélérateur de croissance. Là. En Et mode c'était croissance. En 2020, je pense que je l'étais. Donc là, on était en mode virtuel. Fait que, mais tout ça, le dynamisme de la Grappe métropolitaine M-Mode, le dynamisme, ils sont très impliqués, en fait. OK. Puis moi, je ressens une grande écoute aussi par la Grappe. Donc, Tu as fait une mission commerciale avec nous. c'est vrai. Tu as La première gagné année, c'est le vrai. prix, c'est vrai. le on oublie prix vite, du hein? public à notre premier Ouais, gala M-Mode. c'est Donc, vrai. T'en as pas parlé. Ben non, ben moi, je peux en parler parce qu'on connaît bien Move à la Grappe M-Mode. OK. Fait que là, depuis 2016, fait que là, il y a combien de... Tu as parlé de membres. Fait que tu as combien de membres dans... Présentement, on tourne autour de 350 membres. Notre OK. membership est à 60 de OK. frais de membership par année. C'est un membership annuel. Donc, tu commences ton membership en janvier. Tu le termines en décembre. On est 12 000 entreprises de mode OK. au Québec, de mode et habillement au Québec. Donc, on a un potentiel énorme oui. pour aller chercher encore plus de membres. C'est sûr et certain que, par contre, certains moyens sont limités. Puis, nous, on adresse des priorités qui peuvent rejoindre aussi des entreprises qui ne sont pas membres chez M-Mode. OK. Puis quand tu parles d'entreprise membre, c'est autant des détaillants, des fabricants, c'est tout confondu. C'est là. ça. Nous, nos critères de membership, c'est d'avoir son siège social au Québec, OK. d'avoir un numéro d'entreprise au Québec et d'avoir un rayon d'action au Québec, donc au OK. Québec ou à l'international. Mais voilà. OK. J'avais l'impression que c'est plus... qu'il y avait plus d'années derrière, fait que je pense que c'est bon signe. Ça veut dire que votre trace, elle est bien présente. Fait que, vous avez deux chapeaux très différents, on s'entend dans l'industrie de la mode. Fait que Geneviève, tu es plus au niveau tu es impliquée au niveau de la production, de la conception. Je ne sais pas quel rôle tu joues exactement, mais tu es dans une petite équipe de création de vêtements. Mathieu, dans le groupe M-Mode. Ma question est très large, mais comment va l'industrie de la mode aujourd'hui au Québec? Tu veux commencer? Ben oui, Ben, écoute, je- c'est sûr que il y a des facteurs très positifs. Puis il y a des facteurs peut-être un peu plus difficiles avec le contexte économique présentement. On parle à la majorité des entreprises, leur priorité numéro un, leur enjeu numéro un, ça reste le recrutement de la main-d'œuvre. Ça reste le recrutement de la main-d'œuvre à tous les niveaux. Donc, quand on parle des manufacturiers, c'est de trouver du personnel de production. On parle à des détaillants, c'est de trouver du personnel pour les centres de distribution, de trouver du personnel pour les magasins, pour le service à la clientèle, pour le service à la clientèle au siège social. Donc, dans toutes les sphères de l'industrie de la mode, on recherche énormément de personnel. On a connu dans la grande majorité de nos catégorisations d'emploi, on a connu des baisses drastiques pendant la COVID. Donc, il ne faut pas oublier que les magasins de vêtements, donc la finalité de notre chaîne d'approvisionnement, a été ouverte et fermée jusqu'à 3 fois pendant la COVID au Québec. Donc, quand tu joues au yo-yo, moi je le dis souvent, mais quand tu joues au yo-yo avec ta main-d'œuvre, licenciement, réembauche, licenciement, réembauche, licenciement, réembauche, bien, ça se peut que ta main-d'œuvre aille ailleurs, trouve un emploi ailleurs ou qu'il y ait un peu plus de stabilité. Donc, dans toutes les sphères, sauf la sphère manufacturier, donc la production locale ici au Québec, on a connu des baisses entre 2019 et 2021 au niveau de l'emploi. Et le seul sous-secteur qu'on a connu une croissance, c'est la fabrication locale. Donc, c'est les postes de production locale. On a eu une croissance de 5 000 emplois. Donc, au niveau macro, si on regarde au point de vue annuel, on peut dire qu'on tente de reprendre notre élan pré-pandémique au niveau de l'emploi. Par contre, c'est sûr qu'on est souvent affecté par la saisonnabilité. Oh, oui, ça. Hein? Oui, Ça oui, se dit. les On saisons. va pas couper ça. Non. On est affecté par les saisons, puis comme on peut cet été, ben, on a eu un été très pluvieux. Donc, quand tu as un été pluvieux, ben, les produits balnéaires en souffrent plus. On a eu pas un très bel automne 2022, donc on en parlait avant l'enregistrement. Donc, il y a des enjeux d'inventaire dans nos entreprises qui ont des collections automne-hiver, qui en ont peut-être trop à cause d'un hiver et un automne moyen en 2022-2023. Ça a un impact sur la saison de cette année qui s'en vient. Donc, tout ça mélangé ensemble fait que, bon, il y a le ralentissement économique aussi qu'on peut le voir, la hausse des taux d'intérêt.
on est une industrie qui stimule 77 000 emplois au Québec. On a 12 000 entreprises de mode au Québec, 11 à 12 000 entreprises de mode au Québec. Fait que c'est sûr et certain que dans un écosystème comme celui-là, il y a beaucoup de roulement. OK, parfait. Puis toi, Geneviève, ton point de vue un peu sur est-ce que le secteur de la mode est en santé au Québec, ton point de vue à toi? Oui, mais en fait, mon point de vue, ça va être probablement un petit peu plus micro, là, en tant qu'entrepreneur, dans le fond, de petite entreprise. Puis comme tu disais tantôt, nous autres, on est 5, là, je veux dire, ça roule 5 comme au niveau de la 4. production. En fait, c'est qu'on a une usine qui est sur la Rive-Sud de Montréal. En fait, on fait affaire avec 2 usines. Fait que Rive-Sud de Montréal, puis en Beauce. OK. Donc, c'est là qu'on travaille conjointement au niveau du patronisme. C'est coupé à Montréal. Après ça, c'est envoyé sur la Rive-Sud. Puis nous, on est sur la Rive-Nord. Fait que, il y a une partie qui s'en va en Beauce, une partie qui s'en va sur la Rive-Sud de Montréal après la coupe. Mais les gens à la maison-mère, si tu veux, on est à Boisbriand, c'est là qu'on fait le shipping parce qu'on est principalement une boutique en ligne. Mais pour répondre à ta question, comment ça va? Je veux dire, il y a tellement d'enjeux en ce moment. C'est tant positif que négatif, mais il y a eu beaucoup d'enjeux depuis 2020. On a tellement vu une hausse au niveau de l'achat local 2020-2021. On en entendait parler partout. Fait que c'est sûr que, comme disait Mathieu, à un moment donné, tu prépares tes collections d'avance. Souvent, c'est 1 an d'avance, donc ton textile, il vient d'ailleurs, tu l'importes. Il faut que tu viennes, à un moment donné, il faut que ton cash flow là, de la première année, bien, les ventes, c'est la 2e année. Fait que, tu sais, tout est impacté une année. Le décalage. Le décalage, exactement. Ouais. Puis là, l'année de décalage, on est rendu en 2023, bientôt 2024. Bien, en fait, 2024, peu importe, là, mais évidemment, quand vous diffusez. non. 2023-2024. Bon, on est en 2023-2024. Ça fait que le décalage, que là, les ventes sont quand même un petit peu moindres au niveau de l'achat local. Bien, c'est sûr que, maintenant, tes dépenses, t'es encore, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, un moment donné, comment ça va, les consommateurs? OK, récession, l'inflation et tout, ça apparaît. Ça paraît que les gens font plus attention. Puis, oui, pour moi, au Move Activewear, nos vêtements sont faits 100% ici. Ouais. Puis, le textile de nos leggings, tout ce qui est leggings short, tout ce qui est le bottom, c'est fait ici. Fait que, veux pas, c'est plus cher à produire. Puis, c'est vrai. Dans mon cas à moi, là, oui, c'est plus cher à produire. Donc, mes marges sont beaucoup moindres qu'une autre compagnie qui va vendre un legging le même prix que le mien, mais qui le fait faire ailleurs. Donc, ma marge est beaucoup moindre. Fait que si, là, on voit l'inflation arriver, les gens, ils vont plus acheter à rabais plutôt qu'à prix régulier. Fait que là, il faut que je vende plus pour arriver à une marge similaire que si je vends à prix régulier. Fait que c'est un gros enjeu quand même. Je pense que l'industrie de la mode, en ce moment, bien, je veux pas, on a il y a une grosse réflexion par rapport à, OK, les consommateurs sont prêts à acheter quoi? On est rendu où? Puis c'est très durable ce que je vends. Fait que maintenant, les gens n'ont encore besoin. Tu sais? Fait que, vas-y donc. Moi, je voudrais juste renchérir sur quelque chose que tu as dit, Elfie, pour que tout le monde comprenne bien. Une entreprise de vêtements va commencer sa collection, par exemple, en janvier 2024. Donc, cette entreprise-là, on parle de la collection printemps-été 2025. Cette entreprise-là va aller dans des salons d'approvisionnement, va magasiner ses tendances, va magasiner ses tissus, va magasiner ses accessoires, va magasiner au besoin peut-être cuir, fourrure ou un textile, une étoffe. Là, donc, va faire ses achats pour préparer ses échantillons. Entre janvier, février 2024 et août 2024, l'entreprise va préparer ses échantillons, ses collections, ce qu'on va voir dans les magasins en mars, avril 2025. Donc, au mois d'août, après que sa collection est prête, elle va en faire la vente en gros. Donc, elle va faire la vente dans des magasins. Elle veut offrir à des magasins indépendants, des boutiques indépendantes, des grands magasins, des groupements d'achat, des chaînes, des plateformes en ligne. Voulez-vous prendre ma collection printemps-été? Et entre le mois d'août, le mois de septembre 2024 et le mois de mars 2025, l'entreprise va faire la production de ce qu'elle a vendu. Elle va envoyer dans les magasins en mars 2025 avec des termes de paiement qui varient entre à la livraison puis 90 jours. Fait que ça se peut que tu sois payé en juillet 2025. Pour du travail que tu as commencé. Que tu as commencé en janvier 2024. Et ça, c'est à chaque 6 mois. Donc, tu as
si tu fais si tu fais 2 collections par année, ben ce 18 mois-là va chevaucher à 2 reprises dans le temps de production de ta première collection. Fait que ça te prend un cash flow. Oui, ça prend un exact, cash flow, puis ça exact. prend des aides. On pense beaucoup pour l'exportation à EDC. EDC, Exportation Développement Canada, est un outil incroyable pour nos entreprises de mode parce qu'ils aident à la période entre la vente du produit à des boutiques indépendantes, entre l'achat, en bon jargon québécois, le purchase order, le PO, et le paiement de notre fournisseur, de notre client. Mais, puis dans mon cas, à moi, là, je reviens à 2020 encore, parce que là, on parle d'enjeux post-COVID, achat local. Moi, en 2020, nous, on avait, en 2019, on était distribué dans certains sports experts, par certains franchisés des sports experts. Puis, bon, là, on commence à les foires commerciales, qu'est-ce que vous voulez l'année prochaine? Nous, fait qu'un peu ce que Mathieu on a notre lookbook, c'est beau, OK, je veux ça. Mais là, mars 2020 arrive, puis les magasins d'intérieur, ils ferment. Right? Ils ont fermé, je n'ai pas de date précise, là, mais ils ont fermé. Leur budget marketing baisse aussi. Mais fait qu'un nouveau brand qui est québécois, qui rentre dans une grande chaîne, bien, leur budget marketing, ils réduisent. Là. Ouais. Puis on est moins connus, on n'est pas Nike, on n'est pas Under Armour. Donc, on ne rentre plus. C'est fini. On ne rentre pas, non, ça ne marche pas, plus de budget. Là. Puis, à un moment donné, ils ont eux-mêmes, sur le plancher, ils ont du staff, turnover de staff tout le temps. On a parlé un peu de discuter les ressources humaines et tout ça, mais le staff sur le plancher de les grandes chaînes, il faut qu'ils connaissent la petite compagnie qui vient d'arriver. Sinon, on ne va pas être vendu. On va prendre ce qu'on a confiance, que ce soit Nike ou Under Armour, comme je disais tantôt. Fait il y a plein de petites choses qui arrivent que depuis 2020, là, nous, on a décidé de sortir les magasins. Fait on faisait du wholesale avec 2-3 petites boutiques ici et là au Québec. Puis c'était un choix d'entreprise de ne plus faire le wholesale. Là, on arrive en 2021, oui, on est en ligne. On était déjà en ligne, mais on a poussé encore plus notre en ligne. Notre visibilité être en ligne, Internet. Là. Le achat local, on vend. Puis, l'achat local, peut-être que le gros boom, ben ça l'a descendu un petit peu. Puis là, en plus, tu es en boutique en ligne. Mais là, tout le monde est en ligne maintenant. Ouais. Fait que le coût par clic, tu mets du budget marketing, du e-com, mais le coût par clic est encore plus cher. Puis moi, dans une industrie de leggings, que tu peux voir ça partout, bien là, il faut que tu aies vraiment une niche spécifique. Fait que une année, qu'est-ce qui valait la peine pour notre e-com, c'était nos leggings d'hiver. C'est ça qui sortait en ligne. Fait que tu mets du budget là-dessus. C'est nos leggings d'hiver parce c'était plus niche. C'était plus différencié. Les leggings d'hiver faits au Québec, là, on était... C'est ça. Ça fonctionnait. Mais le reste, une année, sinon, ben, je mets mon argent, mais je sors pas. Parce que toi, un de tes défis, c'est que ton produit, il y a quand même un prix de vente plus élevé que peut-être un legging moyen, je vais dire ça comme ça, parce que tu as un aspect qualitatif qui est important, parce que tu as une production québécoise. Fait que tu vas te comparer probablement un prix de vente, on l'a regardé même ensemble à Lululemon, mettons. Mais les gens, Lululemon, connaissent peut-être un petit peu plus que Move Activewear. Fait que tu as un défi de reconnaissance. Fait que de là, la rotation de personnel qui te nuit, tout ça. Puis... Il y a beaucoup d'enjeux, finalement, pour répondre à ta question de départ. On en jase macro, mais honnêtement, la COVID, il y a un lien avec la COVID, par exemple, puis l'inflation, l'achat, les consommateurs, comme je disais tantôt, on est rendu où? Qu'est-ce qu'ils veulent? On est prêt à quoi? Ouais. Qu'est-ce qui est important maintenant pour eux au niveau de l'achat? Est-ce que c'est un legging par année qui coûte 110$? Ou non, je ne suis pas capable de me le payer, ce legging-là à 110$, j'aime mieux m'en acheter 3 à 20$, malheureusement. Mais c'est ça qui va moins durer longtemps. Ouais. Mais peut-être que c'est ça, parce qu'eux autres aussi, ben, tout le monde a des choix à faire, en tant que consommateur. Mais c'est intéressant ce que tu soulèves, parce qu'on est un peu dans le acheter moins et acheter mieux, peut-être. Là. Oui. Dans le sens où, tu sais, toi, tu as un produit, justement, tu as une qualité derrière ce produit-là, tu as une durabilité, probablement, vous avez sûrement fait des tests et tout ça. Fait il y a quand même, tu sais, hier, ben là, je dis hier, mais quand le podcast va être diffusé, c'est pas hier, là, mais il y a le baromètre de la consommation responsable qui est sorti, qui disait que les gens, évidemment, consommaient moins, mais dans les gens qui consomment moins, ben la proportion de choix envers des produits locaux est plus élevée. Fait que, tu sais, les gens vont chercher à acheter probablement un peu plus québécois parce qu'ils vont avoir une certaine impression que le produit est de meilleure qualité.
Fait que, tu sais, je ne sais pas quelle partie de ta clientèle ça touche, mais il y a une clientèle qui commence à être sensibilisée à ça, le fameux fast fashion, un peu, là. Oui. Bien, je pense que oui, tout à fait. On en entend beaucoup plus parler, justement, ce fameux fast fashion-là. Je pense que les gens savent c'est quoi, je pense. Puis là, ça revient à mon questionnement d'achat local. Ça revient à, OK, là, on est en automne 2023, hiver 2024, Ouais. Puis c'est vraiment là que tout le monde commence à se tirer un petit peu, tu sais, se serrer un peu plus la ceinture. Ouais. Tu sais, comme, il faut que j'aille à l'épicerie, il faut que je nourrisse la famille, c'est important. Je vais peut-être réduire certaines dépenses. Fait que c'est quelles dépenses qu'on réduit? Bien, c'est peut-être pareil, malheureusement, l'achat local, parce que peut-être des fois, c'est plus cher. Puis, j'en achèterai pas, mais je vais quand même acheter des cadeaux à prix réduit, pareil, pour Noël. Tu sais, je pense qu'on est dans un, je sais pas le mot, c'est-tu paradigme, le mot que je veux dire, mais on est vraiment dans une dualité. Oui, vraiment. Une dualité. Honnêtement, là, oui, je sais pas comment le dire d'autre que ça. Parlons donc un peu, justement, de fast fashion ou de consommation. Je ne sais pas comment le traduire mieux, mais de grande consommation de vêtements qui ont une durée de vie limitée. C'est bon, ça? Est-ce que c'est un phénomène, toi, que Mathieu, tu constates dans la mode québécoise? Tu veux dire, est-ce qu'il y a des acteurs de la mode québécoise qui font ce genre de... Ben, est-ce que... ça peut être ça, comme ça peut être... Est-ce que, tu sais, à même la grappe, c'est un phénomène qui est soulevé, qui est une préoccupation aussi pour les entreprises québécoises? Ben écoute, l'aspect fast fashion, mode éphémère, c'est quoi? C'est de faire entre 8, 12, 14 collections. Le cycle qu'on parlait tantôt, là, sur 18 mois, c'est de le rétrécir pour être capable de le faire sur 8 collections par année au lieu de 2, d'en faire 10 collections par année au lieu de 2, d'en faire 12 collections au lieu de 2. Fait que quand tu vas dans des salons d'achat de fast fashion, de mode éphémère, ben tu vois, au lieu d'être écrit printemps-été, c'est écrit avril, c'est écrit juin, c'est écrit juillet, c'est écrit septembre. Fait que tu peux sélectionner tes collections en fonction d'avoir un roulement plus grand dans ton inventaire de boutique. Donc, il y a des modèles d'affaires qui sont construits là-dessus. Moi, je pense que ce qui est important de définir, puis tu en parlais un peu au niveau de l'achat local, puis je suis content parce qu'avec Produits du Québec, vous avez bien identifié ça pour notre chaîne d'approvisionnement. Mais je le dis tout le temps, si c'est une famille, puis une famille doit habiller ses enfants, bien, elle a différentes options. Elle a Walmart comme option, elle a Costco comme option, puis elle a l'Aubainerie comme option. Mais l'Aubainerie, c'est une bannière québécoise. C'est un des plus beaux et des plus grands sièges sociaux qu'on a à Montréal pour notre écosystème. Je pense que c'est 59 magasins, si je ne me trompe pas, au Québec. Bon, mais comment on fait pour que cette famille-là, au point de vue du budget, comme tu parlais tantôt, Geneviève, aille vers l'Aubainerie au lieu d'aller chez Costco ou chez Walmart? Fait que ça, c'est un. Deuxièmement, tu vas un peu plus loin dans la chaîne, puis là, évidemment, que plus ton produit est vendu cher, plus tu t'éloignes de la mode éphémère. Donc, tu vas dans un produit de performance comme le pantalon de sport Move. Mais là, à ce moment-là, ben, c'est sûr que tu fais un achat plus significatif. Ton achat plus significatif vient avec un signe de dollar plus grand. Fait que moi, je pense qu'au Québec, on a de la place pour tous ces gens-là dans notre écosystème. Il faut juste s'assurer que le consommateur québécois soit bien averti quand il fait son achat, que ce soit à une extrémité ou à l'autre. Puis moi, c'est une des raisons pourquoi j'ai adhéré aux Produits du Québec, c'est qu'à un moment donné, les gens, ils veulent savoir, OK, c'est une entreprise québécoise, c'est une entreprise québécoise plus fabrication ici au Québec, c'est une entreprise québécoise plus une fabrication, puis qu'en plus, la matière première, ben je l'achète ici au Québec. Fait que l'économie, à un moment donné, ça roule à l'intérieur du Québec. Fait que je pense que les consommateurs, avec les Produits du Québec, peuvent être un petit peu moins... il y a une crédibilité en volume. Donc, c'est clair, c'est un produit, c'est conçu, l'entreprise, le design, fabriqué, puis produit. Donc, je pense que si on peut élever ça à un autre niveau, ben, au niveau des consommateurs, ça peut aider au niveau de l'achat local. Fait que tout le monde est dans le même bateau. Ah ouais, cette entreprise-là, ben, c'est conçu. Moi, j'en veux une, j'aime mieux, tu sais, comme, elle est un petit peu plus loin, ben, j'aimerais vraiment ça que ce soit produit du Québec. Fait que peut-être qu'on va en venir à ça, mais bon, ça prend du temps, là. Elfie, je sais que dans le podcast, on te pose des questions, mais je vais t'en poser une question. Est-ce que tu sais c'est quoi la règle d'origine canadienne pour la fabrication domestique d'un vêtement? C'est comme une pogne, ça? C'est une bonne, hein?
Non. Fait que la seule chose que le consommateur peut être vraiment averti quand il fait l'acquisition d'un vêtement, c'est où est-ce que le vêtement a été fabriqué. Ouais. Ça veut dire quoi, fabriquer? Ça veut dire la coupe, et principalement, là, en vulgarisant le plus possible, ça veut dire la coupe et la confection. Oui, donc on ne parle pas d'intrants de matière première. Il faut identifier c'est quoi la matière première, la composition. Est-ce que c'est une matière à 100% ou est-ce que c'est un mélange, là, 97% polyester, 3% coton, par exemple, ou élastomètre. Donc, on doit identifier la matière, on doit montrer les symboles d'entretien et on doit aussi identifier le lieu de fabrication. Et dans un jargon commun, le lieu de fabrication, c'est où est-ce qu'il a été coupé et confectionné. Donc, vous allez dans un magasin, vous voyez, ou dans le temps que tu étais en vente en gros, vous voyez un legging Move Activewear. Sur l'étiquette de Move, c'est écrit « Fabriqué au Canada » sur son étiquette officielle de vêtements. Par contre, Geneviève est une des rares entreprises qui va aussi avoir une matière première québécoise. Donc, elle ne l'affiche pas, elle ne le dit pas. Il faut savoir que Move fait une matière première québécoise. Donc, il n'y en a que très, très peu. Parce qu'on a encore une industrie textile au Québec, mais on a une industrie textile qui va être dans la valeur ajoutée, dans un produit un vêtement de protection, par exemple, ou un vêtement de haute performance, ça se peut que le produit, la matière première soit fait ici. Puis il y a d'autres sous-secteurs d'activité textile aussi au Québec, là, comme la construction, comme l'ingénierie, où est-ce qu'ils vont utiliser différents textiles. Ceci étant dit, outre cette étiquette officielle-là, il n'y a rien d'autre qui peut identifier la provenance du vêtement. C'est pour ça que les symboles de produits du Québec font beaucoup de sens dans notre industrie, parce qu'on peut indiquer conçu au Québec, on peut indiquer produits du Québec. Ces produits du Québec, c'est-tu toi, ça? C'est-tu tes pantalons? Oui. C'est très, très rare dans notre industrie. Avec 85% des intrants qui sont québécois. Et fabriqués au Québec. Fait que nous, la majorité de nos entreprises vont être conçues et fabriquées. Une entreprise, je vais donner un exemple, qui va acheter un manteau Quartzco. Bien, Quartz utilise des matières premières, certaines matières premières étrangères, mais font la coupe et la confection du produit ici. Donc, la fabrication. La fabrication ici, la conception ici, et peuvent mettre une étiquette « fait au Canada » dans le cou de leur manteau. OK. Puis c'est un point intéressant que tu soulèves parce que on parle de fabrication textile, puis tu l'as dit, au Québec, on est dans la fabrication textile à valeur ajoutée. Fait qu'il n'y a pas actuellement vraiment de fabrication textile de masse de produits. Dans la matière première, non. Fait que moi, je le dis souvent, je connais 2 entreprises qui utilisent des matières premières québécoises avec une fabrication québécoise. Il y a Geneviève chez Move. Puis je vais vous donner un autre exemple, puis on va comprendre c'est quoi la valeur ajoutée. C'est Vêtements SP. Donc, Vêtements SP, c'est une entreprise qui est située à Saint-Hyacinthe. Et le commerce principal de Vêtements SP, l'activité commerciale principale, c'est de faire des chandails de hockey pour les principales ligues en Amérique du Nord et en Europe. Donc, c'est eux qui habillent, par exemple, les joueurs de la Ligue nationale de hockey. Le chandail du Canadien de Montréal que les joueurs portent sur la glace ont une étiquette « fait au Canada ». Si vous allez au Centre Bell, vous allez à la boutique du Centre Bell, puis vous dites « je vais acheter le chandail officiel des joueurs sur la glace », ça va être écrit « fait en Indonésie ». Mais le joueur qui porte le chandail sur la glace, ça va être écrit « fait au Canada ». Pourquoi est-ce que la Ligue nationale paye un prix substantiel pour une fabrication locale? Bien, la précision de la couleur pour la haute définition à la télévision, pour permettre au chandail d'être plus résistant, pour permettre au chandail d'être plus aérodynamique, pour avoir un choix de fibres et de matières premières peut-être plus avancées, d'être plus solide, de sécher plus vite, de glisser mieux sur la baie vitrée. Puis récemment, j'ai appris que dans le mélange de la fibre, notamment, ils mettent une fibre d'aramide qui est la fibre pour les habits de pompiers. Parce que les impacts entre la baie vitrée et les joueurs sont tellement puissant que ça brûle. Le chandail brûlerait. Alors, sur la friction sur la baie vitrée. Donc, ils mettent des fibres pour empêcher cette friction-là. Donc, c'est ça qui explique, on est dans un bon exemple qui explique pourquoi est-ce que j'utiliserais une matière première locale dans une confection locale. Puis Geneviève, c'est un autre bon exemple parce qu'on a parlé rapidement de la R&D, puis tu pourras en parler plus, mais il y a de la R&D dans son pantalon. De la R&D, comment le pantalon va tenir sur la jambe et le bassin d'une dame qui fait du sport, qui est active. Donc, c'est cette construction-là
justifie une recherche et développement local avec un textile local. Oui, puis ça, j'aurais pas été capable. Ouais, peut-être j'anticipe ta prochaine question, mais vas-y on donc. a Anticipe-la. ce textile-là qu'on a conçu ici, qu'on a tricoté ici à Montréal, en fait, j'aurais pas été capable de faire ce partenariat-là avec l'usine de production si c'était aux États-Unis ou ailleurs. Parce que là, géographiquement, on est capable de se parler. Je suis sur le terrain, je suis là dans l'usine de production, on se voit, il y a des tests, je suis capable de faire des tests de 2 mètres. Plutôt que pour faire un test, il faudrait que le volume soit beaucoup plus supérieur si c'était fait dans un autre, aux États-Unis ou en Europe, par exemple. Fait que les minimums, pour même faire des tests, c'est bien trop énorme pour moi, là. Je peux pas payer ça. Tu comprends? Fait que ici, c'est un super avantage d'avoir une bonne relation avec le fournisseur, lui qui tricote. Puis donc, c'est pas arrivé tout seul, là, mon premier échantillon de leggings biodégradable, ça s'est pas fait de même, là. Fait que ça a été long, mais j'ai été capable de le faire parce que c'était ici au Québec. Mais parle-en donc de ça, là, parce que tu ne l'as pas expliqué, tu as choisi de créer, entre guillemets, une fibre textile, mais c'est quoi la valeur ajoutée de cette fibre-là? Bien, en fait, c'est ça. Quand on est rentré dans l'industrie de la mode, c'est moi et ma soeur, on est les deux là-dedans, on a pris un textile qui existait déjà sur le marché. Donc, un textile à 80 de nylon, puis 20% spandex. Puis nous, on savait, avec des recherches, on voulait aller avec quelque chose qui est à base de nylon, pas du polyester. Okay. Je peux pas, parce que le nylon, il y a un fil un peu plus cotonné, un peu plus doux, un fil plus confortable. Sauf que le nylon va respirer, le coton ne va pas respirer. Je ne pourrais pas faire un legging avec un coton biologique, ça ne respire pas, ça ne serait pas assez performant. Fait que, on est allé avec un tissu qui existait sur le marché. On a commencé comme ça, puis par après, mais là, comme j'expliquais un peu tantôt en début de balado, on s'est posé la question, OK, qu'est-ce qu'on peut créer? Quelque chose qui est plus friendly au niveau de l'environnement. Puis par rapport à mon background en océanographie, j'étais déjà au courant de qu'est-ce que ça fait quand on lave un vêtement au lavage dans la laveuse. Fait que toutes les microfibres, ça se rejette, ça se ramasse dans les égouts, ça se ramasse dans les sites d'épuration d'eau. Les petites particules trop fines ne sont pas filtrées, ça se ramasse dans les cours d'eau, dans les fleuves, dans les océans, ça a un impact la chaîne trophique des micro-organismes qui sont là dans les océans. Puis ça va jusqu'aux humains. Lien. Ça va jusqu'aux humains, oui. Fait que ces microfibres-là, elles peuvent être naturelles ou synthétiques. Mais moi, dans mon domaine, je dois utiliser une fibre qui est synthétique parce qu'elle est performante au niveau du sport. Une fibre qui est naturelle, du chanvre, du lin, du coton biologique, je ne vais pas utiliser ça. Mais je pourrais utiliser dans quelque chose de plus lifestyle, de plus... je comprends. Fait que tout ce qui est de legging, c'est parti de ça. Ce raisonnement-là. Puis, on a fait j'ai fait beaucoup quand même de recherches de moi-même. Puis, on a trouvé un nylon qui est biodégradable. Donc, le nylon biodégradable, dans le fond, imagine des bobines, là. On importe des bobines. Mais là, on prend les bobines de spandex, 20% spandex, 80% de nylon biodégradable, on les tricote ensemble, ici, à Montréal, puis on en sort notre textile. Mais que ce soit 80-20, c'est peut-être 82%, 22%, la formule magique pour avoir un legging assez élastique, mais à la fois gainant. Fait que c'est tout ça qu'on a fait. Avec beaucoup de temps, là, mais au moins, étant ici, ça m'a permis de faire toute cette recherche et développement-là en faisant des échantillons de 2 mètres plutôt que d'avoir un volume que j'aurais jamais été capable de faire ailleurs. Puis nos entreprises de mode à Montréal et au Québec sont choyées parce qu'on a plusieurs laboratoires de recherche qui peuvent assister ce genre de R&D-là. On pense à Groupe CTT à Saint-Hyacinthe, qui est un laboratoire de recherche sur le textile, un laboratoire de recherche sur le textile. Mais je peux continuer. Vestec Pro, qui est sur la production de l'habillement. On a Ecofond Boréal, qui est sur le cuir et la fourrure. On a le Fibershed Québec à l'UQAM, qui est sur le rapatriement de la production ici au Québec, de la fibre à la confection. Donc, on est choyé ici d'avoir un écosystème comme celui-là, là, qui inclut notamment des laboratoires de recherche. Mais je bondis là-dessus. Nous, on a fait j'ai jamais divulgué les résultats. Fait que c'est live, là. C'est là, on a une primeur. Oui, vous avez une primeur, oui. Je suis curieux. En fait,
ce que j'avançais au niveau scientifique pour avoir un legging qui est biodégradable et non, là, je l'ai pas dit tantôt, mais et non à base de bouteilles de plastique recyclées, par exemple. Fait que, tu sais, je fais une petite parenthèse pour en arriver à ce que je veux dire, là. La bouteille recyclée est recyclée en textile, souvent. Bon, moi, personnellement, la bouteille, elle pourrait être recyclée en bouteille, tu sais. OK. La garder dans sa vie normale. Là, on ne la recycle pas pour en avoir un textile. T'sais. Le textile qui est à base de plastique, de bouteilles recyclées, ben, dans le lavage, il y a du plastique pareil. Je comprends. Fait que ça se ramasse pareil. Fait qu'on règle un problème en amont, mais pas en aval. T'sais. Fait que le but, c'est ça. Fait que ça, c'est ma petite parenthèse. Fait que pour les tests, là, j'essayais de... OK, je suis qui, là, pour dire ce que je dis, moi, légumes biodégradables, nanana, ça limite le rejet de microplastiques lors du lavage. Je suis qui pour dire ça, tu sais? Une océanographe de formation. Ben oui, mais quand même, tu sais, fait que je me suis appuyée sur... OK, je vais faire des tests. Fait qu'on est allé chercher des fonds, des subventions qui existent, comme le fonds Éco-Leader, par exemple. Fait qu'on a pris 3 textiles qui ont la même composition du 80-20, là, donc 80% de nylon, 20% de spandex. Fait que là, il faut que je compare des pommes avec des pommes, tu sais. Fait que la même composition, textile 1, 2, 3. Textile 1 qui a 80% de plastique de bouteilles recyclées, 20% spandex. Textile 2 qui a 80% de nylon biodégradable, 20% spandex. C'est lui que moi, commercialise en ce moment. Puis un troisième qui a 80% de nylon biodégradable et 20% de spandex biodégradable. Donc 100% de biodégradable que je veux un jour aller vers. C'est le premium du premium. Là. Mettons, au niveau de limiter le rejet de microplastiques lors du lavage, on s'entend, là? Fait que textile 1, 2, 3. Puis, effectivement, le 1 rejette beaucoup plus de microfibres que les 2 autres. Okay. Mais entre les 2 autres, il n'y a pas de différence significative au niveau du rejet, le relargage de microfibres. Fait qu'entre ton textile actuel et celui... Que ce soit 80-20 biodégradable ou 80-20 biodégradable, 80 nylon biodégradable, spandex non biodégradable, il n'y a pas de différence significative. Es-tu capable de dire des pourcentages? Je veux dire, mettons... Mais pas là, mais bon, je pourrais, là. J'ai donc même pas des prêt tests, dans mon là, podcast. des tableaux pis tout, là. Ouais, tu poses des bonnes questions. Mais tout ça pour dire que, tu sais, si on peut faire des... Tu sais, je fais ça pour avancer, là. Je veux dire, je fais ça pour... Je fais ça, j'essaye d'avancer. Puis de plus en plus, ben pourquoi qu'on n'utilise pas un textile qui est scientifiquement prouvé qu'il rejette moins de microplastiques? Bien, faisons-le, mais à grand volume. Mais là, je ne peux pas faire ça tout seul non plus. T'sais. Je comprends. Si d'autres gens, d'autres compagnies veulent adhérer à ce genre de textile-là qu'on est en train de créer là, à Montréal, why not? Il y aurait du maillage possible? Ben, tu sais, avec d'autres acteurs pour dire... mettons, je pense à ce que Geneviève a développé, qui est quand même une belle... je veux dire révolution, ça me semble gros, mais tu sais, qui est quand même... Est-ce que ça pourrait... Tu sais, par le maillage de M-Mode, par exemple, tu sais, ça pourrait... On aurait une façon d'élargir un peu la disponibilité. Bon, on en a déjà parlé ensemble. C'est pas... je vais quand même laisser Geneviève avancer l'aspect commercial du textile qu'elle a développé, puis de la recherche et développement qui est derrière son textile. Mais il existe des opportunités où est-ce qu'on peut... on peut exposer, par exemple, le tissu, où est-ce que Move Activewear pourrait vendre son tissu à d'autres entreprises en Amérique du Nord. OK. Puis là, ça vient aussi à, OK, mais là, est-ce que les clients sont prêts à payer, par exemple? Fait que là, si le client est prêt à payer, mais là, est-ce que le consommateur est prêt à payer? Oui. Parce que je le fais ici. Fait que oui, mon textile il est plus cher à produire. Mais si à grand volume, peut-être qu'on est capable de réduire un peu le prix. Tu as comme une double éducation. Tu as l'éducation de provenance, puis tu as l'éducation de qualité de ton produit qui est quand même différente on a dit Lululemon tantôt juste pour trouver une marque de référence, mais moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même... il y a quand même à gagner pour le consommateur de faire un achat comme ça. Tu veux faire un achat responsable. Oui, tout à fait. Puis c'est un achat responsable, qui a des données derrière. Fait qu'il y a une plus-value, une rigueur scientifique derrière ça. J'ai une question concernant la fabrication, parce qu'on a parlé de fabrication de textiles au Québec, mais la fabrication, c'est-à-dire ce que tu parlais tantôt, la découpe, la couture, en fait, des vêtements. À moins que je me trompe, il y a quand même peu de très grande production qui se fait actuellement au Québec.
Non, il y a quand même, il y a quand T'as même des dis-moi. il y a quand même des acteurs majeurs qui, dans leur chaîne d'approvisionnement, ont une partie ou la totalité de leur confection qui est locale. OK. Le vêtement Peerless, qui sont situés sur le boulevard P9 à Montréal, OK. ont une petite, malgré qu'il y ait 1500 employés dans leur usine sur P9, ça représente un petit pourcentage de la totalité de leur production. Que fait Vêtements Peerless? Vêtements Peerless font des habits pour hommes. Ils ont leur propre marque à eux, comme par exemple Thalia, mais ils tiennent aussi des licences pour toutes les grandes marques de vestons et d'habits pour hommes, ce qu'on appelle dans le jargon le tailored suit pour hommes en Amérique du Nord. Donc, si vous achetez un habit Calvin Klein, un habit Michael Kors, un habit DKNY, puis il y a des fortes chances que si vous regardez sur l'étiquette, ça soit écrit « fait au Canada ». Ça se peut que ça soit écrit « fait au Vietnam » ou « fait ailleurs dans le monde » parce que c'est qu'une faible partie de leur approvisionnement qui est local. Mais ils ont quand même 1500 employés sur le boulevard P9 à Montréal. Un autre exemple, c'est que tous les costumes du Cirque du Soleil sont faits à l'atelier de costumes sur Jarry à Montréal, sur le siège social du Cirque du Soleil. Donc, vous allez voir un spectacle du Cirque du Soleil n'importe où dans le monde. L'uniforme, le costume de spectacle de l'athlète est fait ici à Montréal. OK. Logistique Unicorp, c'est un des plus grands gestionnaires de programmes d'uniformes au monde. Logistique Unicorp habille notamment les habits de combat et les habits de parade de l'armée canadienne. Ben, à cause de l'armée, à cause de l'impact sur l'armée, puis qu'il doit avoir des chaînes d'approvisionnement locales, Logistique Unicorp, je pense que c'est 96% de sa production qui est locale. Fait que si vous avez dans votre famille un militaire, ben sachez que une grande partie de l'uniforme du militaire est fait ici au Canada et est géré, est intégré par une entreprise de Saint-Jean-sur-Richelieu qui s'appelle Logistique Unicorp. Donc, et puis dans le militaire, on a notamment une obligation d'avoir un textile canadien. Donc, on a besoin d'avoir une confection canadienne, mais une partie de la chaîne d'approvisionnement doit aussi venir de textiles canadiens. Donc, c'est des exemples de grands joueurs qui font de la confection locale. Je vous ai parlé de vêtements SP tantôt. Je vais vous en parler d'un dernier, c'est Inotex. Inotex habille, je pense que c'est 25% des pompiers, de l'habit contre le feu des pompiers en Amérique du Nord, dont les pompiers de la ville de Montréal, ils ont un uniforme Inotex. Donc, c'est un habit qui est confectionné à Drummondville, qui ont deux usines là, en banlieue de Drummondville, à Richmond, puis sur Chabanel, ici à Montréal. Donc, l'habit de pompier est fabriqué ici au Québec. Puis là, je pourrais vous en nommer... Les Continue. uniformes primaires, on va faire un Continue-tu, mais regarde... Non, mais les uniformes, c'est une blague. c'est des uniformes scolaires aussi. Je comprends. Il me semble qu'il y a du gros volume à ce niveau. Mais mettons, OK. Fait qu'il y a de la conception qui est faite au Québec. Est-ce que ça a évolué en croissance ou en décroissance? Ça a évolué en décroissance entre la délocalisation de la production. Et, faire une histoire très courte, là, pour ceux qui se rappellent, nos parents, nos grands-parents venaient sur Chabanel parce qu'ils allaient directement chez le manufacturier acheter leurs vêtements le samedi matin. T'sais, on a tous entendu des histoires comme celle-là. C'est comme ça que la rue Chabanel a été connue à Montréal. Donc, jusqu'au milieu des années 90, début des années 2000, il y a eu l'ouverture des marchés et il y a eu donc la délocalisation de la production de vêtements de Montréal vers des pays outre-mer, principalement les pays asiatiques. La délocalisation, on parle d'à peu près, à la fin des années 90, début des années 2000, on parle d'à peu près 80 000, 70 000 emplois dans la production de vêtements au Québec, à une baisse qui s'est située autour de 15 à 20 000 emplois à son plus creux en 2015-2017. Donc, on a vraiment connu ce qu'on appelle une délocalisation de la production. 2015, 2017, 2019, on voyait qu'il y avait un retour, il y avait un intérêt pour le retour de la production. Je pense que la pandémie a accéléré ce retour-là. Le jargon qu'on utilise, c'est le reshoring, c'est le rapatriement de la production. Et entre 2019 et 2021, comme je l'ai dit tantôt, on a vu une croissance de 5 000 emplois de plus dans nos usines de vêtements au Québec. Qu'est-ce qui explique cette croissance-là? Il y a trois phénomènes. Le premier, c'est
Vous savez, là, dans la pandémie, c'était très difficile de fabriquer outre-mer et de rapatrier sa production ici, des enjeux logistiques, des coûts logistiques, des enjeux aussi de contrôle qualité, de livraison, de pourcentage de la livraison qui est livrée, coût de transport, coût du container, on en entend, des enjeux logistiques. Oui, tout à fait. La deuxième raison, c'est l'attrait de l'achat local. Fait qu'évidemment, que quand on parle d'achat local, oui, on peut parler dans l'industrie de la mode puis de l'habillement de la bannière locale, mais on parle aussi de la fabrication locale. On en parle depuis 1 heure dans le podcast. Mais la fabrication locale, il y avait un intérêt pour la fabrication locale. Puis finalement, nos usines de vêtements, rappelez-vous, pendant la pandémie, quand il y avait la pénurie de matériels médicaux, nos usines de vêtements ont fait des uniformes et des masques. Donc, bien évidemment, ça, j'ai besoin de main-d'œuvre pour faire ces produits-là. Donc, il y a eu un retour vers nos usines de vêtements pour ces 3 raisons-là. Donc, on ajoute à ça que dans notre écosystème, maintenant, on peut se servir de l'immigration pour combler nos besoins de main-d'œuvre. Donc, depuis mai 2022, on est sur la liste des emplois à traitement simplifié. Donc, il y a beaucoup de choses qui se placent qui favorisent la fabrication locale. OK. Puis Ben, lors c'est une de bonne nouvelle, quand moi, même. j'ai une question, si Vas-y. tu me permets. Ben oui. L'art de M-Mode travaille beaucoup là-dessus, Oui. pour rapatrier justement Exactement. la production ici au Québec lors de plusieurs foires commerciales que Exactement. vous avez faites dernièrement, depuis quoi, 1 an et demi environ? Fait que- Est-ce que vous voyez une différence? Ben écoute, depuis nous, pour 2 choses, donc c'est important aussi de répondre aux besoins domestiques. Donc, on a beaucoup de demandes à la grappe M-Mode pour des entreprises, des nouvelles entreprises ou des entreprises existantes qui veulent une fabrication locale, qui veulent une niche locale. Donc, ils viennent vers nous, ces entreprises-là, pour consulter notre répertoire de la sous-traitance qui est disponible au Québec. OK. Si les gens vont sur le site mmod.ca, ils vont trouver le répertoire de la sous-traitance. C'est 55 usines, 55 lieux de fabrication au Québec où est-ce que je peux faire un vêtement. C'est une fiche qui est très, très détaillée et la personne qui souhaite se lancer en affaires ou qui souhaite faire une production domestique bien, peut contacter directement le manufacturier parce que les contacts sont là, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, le type d'équipement qu'ils ont, les services qu'ils offrent, c'est quoi leur minimum, c'est quoi les termes de paiement. Donc, on a une fiche pour chaque manufacturier. Cette fiche-là, on l'a traduit pour l'avoir en anglais et on fait entre 6 et 8 présences par année dans des salons d'approvisionnement où est-ce que les entreprises de mode nord-américaines vont pour acheter leurs tissus, pour chercher de la fabrication, pour chercher des tendances. Donc, on se présente dans des salons d'approvisionnement pour mettre de l'avant le savoir-faire québécois et promouvoir que la production locale, elle existe au Québec. On est la 3e ville en importance pour la fabrication de vêtements après New York et Los Angeles en Amérique du Nord. Wow. On a plusieurs avantages commerciaux pour faire affaire ici à Montréal, pour une entreprise américaine de faire affaire ici à Montréal. On a une excellente réputation dans notre industrie. Le dollar canadien étant faible, ça favorise nos exportations, oui, de biens finis, mais aussi de services de fabrication. On a un accord commercial très favorable avec le Canada et le Mexique. Nos coûts énergétiques sont très bas. On parle la même langue, on est dans le même fuseau horaire. C'est très facile pour une entreprise de New York, par exemple, de prendre un vol, de venir à Montréal et de visiter son plancher de production ici à Montréal, qui est peut-être beaucoup plus difficile pour cette entreprise-là d'aller en Asie et de visiter son plancher de production en Asie. Quand on veut travailler avec l'Asie, mais on va travailler plus souvent avec un traducteur, on va travailler avec des heures qui sont impossibles. Exact. Alors, on a un avantage certain pour un produit, moi je le dis souvent, pour un produit qui est moyenne gamme à haute gamme et un lot de production qui est de petit à moyen. Donc, si l'entreprise se situe dans ce créneau-là, ça fait beaucoup de sens de rapatrier une partie ou une totalité de sa production ici pour diversifier sa chaîne d'approvisionnement puis s'assurer aussi d'un certain contrôle qualité. Ceci étant dit, nous, on se présente dans des salons. On a fait ça pendant 1 an. Ça fait 1 an et demi qu'on fait ça, qu'on se présente dans des salons d'approvisionnement pour faire la promotion de Montréal comme ville de fabrication. Et depuis juillet 2023, on a des entreprises qui se joignent à nous, des manufacturiers de vêtements qui se joignent à nous autour de notre kiosque pour faire la promotion de leurs services manufacturiers auprès d'une clientèle américaine. Donc,
Juste pour renchérir sur les retombées, pour repartir une chaîne d'approvisionnement comme celle-là, ça peut prendre entre 2 et 3 ans. OK? Puis je vais vous donner un exemple très concret. En septembre 2020, Simons a approché la Grappe M-Mod pour qu'on regarde avec eux dans leur programme privé, donc i5, Twig, Contemporaine, 31. Est-ce qu'il y avait des produits qui justifieraient un rapatriement de la production ou est-ce qu'il allait avoir assez de marge pour rapatrier la production, puis voir si au niveau financier ça fonctionne, au niveau des quantités ça fonctionne, au niveau de la flexibilité de travail ça fonctionne. Bien, depuis l'été dernier, et je crois qu'on est à la 2e collection maintenant, il y a un jeans pour hommes 31 qui est fait au Canada, qui est fait en Beauce. Donc, ça a pris 2 ans, un peu plus que 2 ans pour repartir cette chaîne-là. Donc, oui, la réponse, est-ce qu'on voit des retombées économiques? Oui, il y en a, mais je pense que ces retombées économiques-là vont venir beaucoup dans certains mois, dans certaines années, de plus en plus grandissantes parce que ça prend du temps à changer une chaîne d'approvisionnement. Je comprends. Puis tantôt, tu as fait référence dans ton explication à une certaine capacité, une petite ou une moyenne production. Ça ressemble à quoi pour des néophytes comme moi là, qui ne savent pas? C'est quoi? Le terme là, qu'on aime bien dans notre jargon, là, c'est le MOQ. C'est quoi tes MOQ? Minimum Order Quantity. OK. Un MOQ. OK. Okay? C'est quoi tes minimums? Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire pour faire affaire avec le manufacturier, il faut que je fasse faire combien d'items pour qu'il accepte de faire affaire avec moi pour établir une relation commerciale avec un manufacturier. Dans notre répertoire de sous-traitance, nos MOQ, nos minimums sont entre 1 et 1000. OK. OK? On a quelques plus gros... Par SKU ou par... Ben, c'est un morceau. OK? Jusqu'à 1000. Par SKU, par couleur, par... C'est bien identifié. Là. Par exemple, je vais vous donner un exemple. On va voir 144 chandails par couleur. 144 t-shirts de différentes grandeurs par couleur. OK? Mais il y a des manufacturiers québécois qui ont un minimum de 1. Donc, ils vont faire une pièce. Ça peut être des pièces, par exemple, pour des étudiants en design de mode qui cherchent un endroit pour faire leur pièce. Ça peut être des pièces cinématographiques. Tu sais, des pièces qu'on voit dans les cinémas, costumes, dans la télévision, des costumes. Donc, on a des entreprises qui ont un minimum de production de 1. Oui, tu vas payer plus cher parce que tu en fais faire 1. Et ça va jusqu'à faire un minimum de production, comme l'usine que je vous parlais de Simon, son minimum de production, c'est 650 unités. Okay. Donc, pour avoir un jeans fait au Québec, il faut que j'achète, il faut que je me commette à acheter 650 unités. OK. Donc, ça va entre 1 et 1000 environ dans nos usines québécoises, le minimum de la production. Puis de plus en plus, on va voir aussi, au lieu de payer par unité, on va voir que l'entreprise offre le paiement par minute. Donc, on va comptabiliser combien de temps ça prend à faire ta production ou faire ton vêtement, puis on va te charger un prix par minute. Puis est-ce qu'au Québec, en général, excuse-moi, est-ce qu'au Québec, en général, on a des temps comparables aux produits, aux pays outre-mer, par exemple? Au niveau de l'efficacité de production, certain. OK. Donc, au niveau de l'efficacité, oui. Au niveau du prix, du coût de la main-d'œuvre, évidemment, non. Okay. Nos entreprises québécoises, là, pour améliorer leur productivité, vont améliorer notamment leur parc d'équipement. Puis en améliorant leur parc d'équipement, bien, peut-être qu'ils vont résoudre aussi un autre problème qui est la main-d'œuvre. Okay. Donc, est-ce que dans les nouveaux... On va toujours avoir un humain à proximité de la confection d'un vêtement. Le vêtement, il y a peu d'automatisation qui existe présentement. Mais est-ce que je peux avoir une machine ou est-ce que, au lieu d'avoir un humain, une machine, je vais avoir un humain, 2 machines? Puis il va être capable de gérer 2 équipements en même temps. C'est ça, c'est vers là qu'on va se rendre de plus en plus productif. OK. Super intéressant. Tu voulais-tu ajouter quelque chose? Je pense que je t'ai coupé. Non, mais je pense, mais on est capable, mettons 80 cents la minute par unité, 60 cents la minute par unité, ça doit être tellement moins que ça ailleurs. Mais je ne la connais pas, cette donnée-là. Oui, mais comme je disais tantôt, il y a des avantages à un et il y a des avantages à l'autre. C'est ça. Moi, il y a des coûts de douane importants là, de rapatrier un produit qui a été fabriqué en Chine. On parle entre 10 et 35 entre 20 et 35 pour l'industrie de la mode de coûts d'importation.
qu'on n'a pas à payer si on fabrique ici localement. On a, toute la notion de la langue, toute la notion de la compréhension de la monnaie avec la monnaie américaine, la flexibilité, les plus petites productions, la rapidité aussi de la production peut être livrée. Mais t'as-tu... je t'en coupe Ben non, encore? non, je fais juste... Non, mais c'est un super avantage, ça. C'est vrai que c'est plus rapide. Tu peux dire, OK, ben, j'ai besoin de 500 unités. Ben, je sais que ça peut être fait en dedans de 2 mois plutôt que d'attendre outre-mer. Puis, mais tu sais, j'ai déjà oublié l'acronyme que tu m'as expliqué, le minimum... Order, MOQ. T'as-tu un maximum order? Parce que, tu sais, quand tu... OK. C'est une bonne question. Parce que moi, si je suis dans la peau d'un manufacturier, qu'est-ce que je veux? Je veux que mes employés de plancher, ceux qui vont fabriquer le vêtement, allant de la coupe jusqu'à la finition, développent une plus grande efficacité. Et pour faire ça, j'ai besoin d'être répétitif. Donc, je pense qu'un manufacturier de vêtements au Québec va apprécier travailler avec un designer québécois, par exemple, qui va lui demander de faire la même collection ou des items similaires de sa collection à raison de 1000 unités par mois, plutôt qu'une commande de 10 000 unités. Donc, la récurrence, c'est là que mon employé devient encore plus performant. Et donc, c'est là que je vais chercher, point de vue du manufacturier, ma profitabilité. Donc, je pense que ce n'est pas une question nécessairement un one-shot deal de grande quantité. Je pense que c'est un flux d'intrants constant, mensuel, hebdomadaire ou saisonnier qui va faire que mon parc de production va être de plus en plus efficace avec cette collection. Je comprends. Mais je rajoute aussi que pour une entreprise comme moi qui est ici, qui fabrique ici, puis d'être juste en ligne et non juste au wholesale, je suis capable de faire 4 collections par année. Mais moi, les employés sur le plancher, les couturières, ça vient tout le temps. Il n'y a pas de creux, il n'y a pas de pause. Parce que je vais sortir mes collections 4-5 fois par année. Donc, il y a tout le temps quelque chose à faire. Puis, c'est sûr que l'avantage aussi des manufacturiers, c'est changer le fil, la couleur, ça prend, c'est un temps. Oui. Fait que là, si tu en as plus, et la répétition, effectivement, ça devient encore plus profitable. La profitabilité du manufacturier dans la répétition et dans la constance et dans avoir un produit récurrent. Fait que pour un manufacturier, avoir une entreprise comme moi, par exemple, il dit, OK, moi, pendant l'année, je te book, c'est tant par mois plutôt qu'un gros bunch en début d'année. J'aimerais ça quand même clore la discussion, ce segment de discussion-là sur vos plus grands défis pour l'année à venir. Fait que je commence par Mathieu. 2 bons défis qu'on a sur la table. Le premier défi, c'est évidemment la main-d'œuvre. Donc, le recrutement de la main-d'œuvre à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Pour nous, c'est souvent un frein à la croissance, malheureusement. Le manque de personnel, c'est souvent un frein, par exemple, aux heures d'ouverture, le manque de personnel. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à un enjeu qui est relié à la main-d'œuvre, qui est relié, que ce soit le recrutement, que ce soit la rétention, que ce soit la formation, les avantages que les employés ont à travailler dans l'écosystème mode et habillement. Donc, c'est évidemment que nos enjeux de main-d'œuvre sont primordiaux. Le deuxième, je vous dirais que ça touche beaucoup l'image de l'écosystème mode et habillement. Donc, on est un écosystème exceptionnel. Comme on a dit, on a 77 000 emplois au Québec. On a plus d'emplois à Montréal que l'aéronautique. Donc, comment on fait pour continuer d'aviser les gouvernements, les 3 paliers de gouvernement, que l'écosystème mode et habillement, elle existe, que c'est des payeurs de taxes, que c'est des contributeurs pour le gouvernement, qu'on apporte une richesse, qu'on apporte une valeur ajoutée. Puis, de recevoir cette reconnaissance-là, pour nous, c'est important. On entend beaucoup parler de la filière batterie, on entend beaucoup parler de la filière de l'aluminium, on entend beaucoup parler de l'aéronautique. Il ne faut pas oublier qu'il y a des écosystèmes qui existent depuis très longtemps au Québec, qui sont notamment des écosystèmes qui ont grandi et qui ont fait du Québec ce qu'il est aujourd'hui. Alors, si j'ai une chose à faire, c'est de continuer à travailler sur l'image de l'industrie de la mode au Québec. Toi, Geneviève? C'est un beau défi, effectivement. C'est sûr que là, j'en ai parlé un peu
au début de la rencontre, tout ce qui est au niveau de l'inflation et tout ça, est-ce que les consommateurs sont rendus où? Qu'est-ce qu'ils veulent? Anticiper ça dans la prochaine année, je pense que c'est un beau défi parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Puis d'être capable, quelle est la plus-value? OK, j'ai un bon produit. J'essaie de garder l'économie locale ici. J'essaie d'avoir la crédibilité de, OK, c'est produit, c'est fabriqué ici. Tout ça rentre en... Okay. Mais au final, c'est quand même le consommateur qui va acheter le prix avec lequel il est prêt à payer. La capacité de paiement. Puis, donc, je pense que ça reste un plus grand enjeu là, en ce moment, en période ça ne va pas si bien au niveau de l'économie. C'est plus difficile. Plus difficile, ouais. OK. Puis, je vous offre, si vous avez une question pour moi, je suis ouverte à répondre. Bien là, vu que j'en parlais des certifications, la plus-value de Fabriqué au Québec, conçu, produit du Québec, moi, j'ai adhéré. Si quelqu'un te demande, mais là, c'est bien trop cher ou j'ai pas le temps, ou tu dirais quoi? Bien, mettons, je vais la décortiquer. Si je te parle du prix, bien, c'est sûr qu'il y a un coût parce que c'est un outil de commercialisation, là, les marques. Donc, je pense que le coût est raisonnable parce qu'il est modulé en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. Fait qu'en partant, il y a une certaine réalité qui n'est pas la même pour un Move ou pour une très, très grande entreprise, par exemple. Puis c'est sûr que derrière ça, bien, il y a non seulement la valeur du processus qui est fait, fait qu'il y a quand même une équipe qui vérifie tout ça. Puis après ça, bien, il y a la notoriété derrière le logo. C'est sûr qu'on commence, on a 1 an et demi derrière la cravate, mais ça va quand même à vitesse grand V. On est déjà dans des partenariats détaillants importants. On a des campagnes publicitaires, on a le balado qui nous fait quand même rayonner, qui fait rayonner les entreprises. Donc, je dirais, je pense que le frais est raisonnable en fonction de ce qui est offert derrière. Si l'entreprise choisit d'avoir l'achat local comme stratégie d'affaires aussi, c'est sûr que c'est un élément qui n'est pas important pour l'entreprise. La valeur est plus discutable à ce moment-là. Puis ta deuxième question, c'est sur le temps, je pense. Oui. C'est super rapide de notre côté. Fait que dès qu'on reçoit un dossier qui est complet avec les bonnes pièces justificatives, c'est une question de jours avant l'octroi. Puis en ce qui concerne le temps pour préparer un dossier, à moins d'avoir un produit extrêmement complexe, les pièces justificatives, c'est raisonnable. Tu sais, dans un processus qui est quand même assez simple, tu l'as fait toi aussi. Donc, si l'entreprise a par exemple, pour la marque fabriquée, où on regarde le processus de transformation, on parle de photos, on parle de description, on parle d'un organigramme, c'est pas très compliqué. Fait que ça peut être très rapide aussi. Puis d'ailleurs, parenthèse, c'est que tu dis ça fait 1 an et demi, les produits du Québec, mais vous avez des ambitions de quelqu'un, d'une compagnie qui est de 10 ans. On est dans notre segment questions locales. Fait que c'est juste un petit segment léger, en fait, des petites questions sur notre Québec. Fait que Geneviève, commence. Ça ou ça? Chalet dans le Nord ou camping sauvage? Ah! Oh. Chalet dans le Nord! Chalet dans le Nord? Ben ouais. Ah, je sais pas, je pensais que tu étais du Chalet dans le Nord, dis dans le Nord. J'habite dans le Nord. J'habite à Beaubriand. Bon, oui. Fait que c'est ta maison, finalement. C'est ça? Hey. Ma maison, c'est comme... C'est gros? C'est un petit chalet. Ah oui, OK. Non, mais j'aime bien les petits chalets. Oui? Rapido, presto, un petit week-end, des fois, ça fait du bien, mais tu sais, la vie effrénée ne me le permet pas bien souvent. Qui est votre designer québécois? Ben là! Ben là! Je peux t'en nommer une liste. Préféré? Designer, écoute, comme on a un de nos collègues à la grappe, Marc-Antoine. C'est un designer québécois. J'ai des sous-vêtements, des bas de Marc-Antoine. Fait que, tu sais, une leçon que j'ai eue quand j'étais jeune, c'est qu'il faut toujours encourager les gens qu'on connaît. Fait que j'aurais tendance à aller vers lui. Il faut le créatif. Sinon, au niveau du design, là, dans le manteau d'hiver, j'aime bien Hotvic, j'aime bien Quartzico. On dirait que c'est un peu plus des marques que des designers. Nathan Kong, j'ai quelques habits du tailleur Nathan Kong aussi. Alors, ça te fait, ben c'est ça, ça te met en contact dans ton. C'est 4 entreprises que je n'aurais pas connues si je n'avais pas travaillé dans l'industrie de la mode. Ben, j'en doute pas. Hey, merci encore d'être venu avec nous aujourd'hui. Puis au plaisir de vous suivre dans la prochaine année. Merci.